Bonjour à toutes et à tous. Du coup, nous, on est Mélanie Mondo et Maxime Lalice et on vient vous parler aujourd'hui de Scrutin.app, qui est une application qu'on développe pour essayer de garantir un vote électronique sécurisé et libre. Tout un programme, comme vous en doutez. On a essayé de faire simple en termes de présentation pour vous donner une petite idée. Je vais commencer par vous introduire un peu les grandes idées autour du vote électronique, pourquoi, comment, ce qu'on essaie de faire. Maxime prendra ensuite la parole pour vraiment vous parler de Scrutin.app, de comment ça a été développé et quelles sont les propriétés qu'on essaye d'avoir avec cette application. Et puis enfin, on parlera un peu de nos projets du moment avec Scrutin. La première chose, du coup, le vote électronique, pour petit point de définition, ça regroupe deux choses différentes. D'une part, le vote via une urne électronique, qui sont souvent les machines à voter. Et donc ça, c'est déjà en place, que ce soit aux États-Unis ou même dans plusieurs communes en France depuis le début des années 2000. Ça a ses propres problématiques, donc on ne va pas aborder aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la deuxième chose, c'est le vote électronique en ligne, à distance, et donc en général via Internet. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on développe véritablement. Pourquoi? Parce que ça a quand même un certain nombre d'avantages. Je vais d'abord parler des inconvénients. Les inconvénients, évidemment, c'est que c'est souvent moins sécurisé, on lui reproche d'être moins transparent, évidemment, et du coup, il y a aussi plus de risques de coercition. Mais potentiellement, ça a quand même des avantages. Déjà, ça se fait à distance. Donc, quand on n'a pas la possibilité de réunir tout le monde dans une salle, c'est quand même pratique. C'est potentiellement moins coûteux à mettre en place. Et surtout, ça nous permet de faciliter l'implantation d'autres méthodes de vote, des méthodes de vote alternatives. Du coup, c'est aussi ça qui nous intéresse avec Scrutin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la CNIL a 3 niveaux de recommandation pour le vote électronique. Parmi ces niveaux de recommandation, en fait, on va retrouver les grandes informations que sont il faut que ce soit vérifiable, transparent, confidentiel, et tout un tas d'autres critères, bien évidemment, qu'on peut vous mettre à disposition si vous les souhaitez. On vous a épargné les longues listes. Donc c'est là qu'intervient Scrutin. C'est là que commence notre idée, où dans Scrutin, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir à la fois le secret du vote, une partie de vérifiabilité et de transparence, et surtout que ce soit une solution libre et open source. Parce qu'en fait, c'est un peu tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il existe déjà des systèmes de vote électronique, on est loin d'être les premiers sur la question, mais des systèmes de vote électronique qui essayeraient de mêler ces 3 critères-là, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, nous aujourd'hui notre appli elle est plutôt à destination de collectifs, d'associations qui ont besoin de mettre en place du vote électronique pour diverses raisons, par exemple pour des assemblées générales. Elle n'a pas une vocation à devenir genre un outil électoral politique de cette manière-là. Et pour l'instant, on supporte 2 choses que sont le suffrage uninominal et le jugement majoritaire. On a envie, et c'est le programme, d'en déployer d'autres par la suite. Et je vais laisser la parole à Max. Ouais, du coup, pour Scrutin, on a essayé de faire une interface qui soit hyper simple d'utilisation, tout en gardant la chose sécurisée par défaut. Faut un peu penser à genre, ce que Signal fait pour la messagerie, de faire un truc vraiment intuitif que tout le monde peut utiliser, mais derrière d'avoir un truc aussi sécurisé que possible. On a fait une appli mobile plutôt que... l'appli mobile a pas mal d'avantages au niveau de sa sécurité. Bien sûr, c'est plus compliqué parce que ça demande de télécharger un truc, mais ça a quand même des avantages. Donc téléchargez-la si vous pouvez, parce que du coup, vous êtes sûr que c'est bien le code. C'est pas un serveur qui vous donne le code qu'il veut, c'est bien le code que vous avez téléchargé. Idéalement, on fait des builds reproductibles, donc c'est bien le code qui est compilé correspond bien au binaire. Les données cryptographiques sont plus sécurisées, sont mieux stockées. Différents paramètres de sécurité peuvent être mis en plus, et surtout l'application elle peut vérifier, en fait comme c'est vérifiable, il faut qu'on vérifie toujours qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a magouillé un truc dans le processus de l'élection. Donc l'application elle peut avoir ce truc là de périodiquement vérifier que mon vote est bien toujours dans l'urne, ce genre de choses. Donc pour faire Scrutin, du coup on n'a pas tout inventé, on se base sur un truc du monde de la recherche, sur un protocole qui s'appelle Belenios, qui est développé par l'INRIA à Nancy principalement, et qui est un protocole qui a des parties formellement prouvées, qui est très solide et qui veut nous donner ces garanties-là de vote secret et de vérifiabilité.
Donc en fait, le fait que les choses soient chiffrées et le fait que ce soit vérifiable, ça semble des trucs un peu contradictoires. Alors qu'en fait, et du coup, tout l'enjeu, c'est comment faire pour avoir les deux. Parce que quand on chiffre, on se dit tout va être opaque. Et en fait, oui, mais on utilise des trucs, notamment, spoiler, des zero knowledge proof que c'est bien formé et tout ça. Euh, et, euh, et donc, on veut vraiment vote secret et vérifiabilité. On veut aussi résistance à l'influence. Genre, du coup, il y a des mécanismes où on peut revoter si, par exemple, quand on était observé, quand on a voté, ou aussi on peut... Je pense que tu peux aller à la suite. Ouais, je vais à la suite. Ce sera plus rapide. Donc, le secret du vote. Donc, les votes sont chiffrés. On utilise un chiffrement asymétrique et homomorphique. Donc, c'est L-gamma sur les groupes elliptiques pour les détails techniques. C'est chiffré pour... c'est un chiffrement asymétrique. On utilise la clé d'élection pour chiffrer nos votes. Et le secret de chiffrement est partagé entre différents gardiens. En pratique, le serveur de scrutin est un gardien, l'administrateur de l'élection est un gardien et on peut en rajouter autant qu'on veut. S'ils sont tous malhonnêtes, évidemment, on n'a plus la confidentialité, mais il suffit qu'il y en ait un d'honnête, qu'ils ne soient pas tous corrompus pour que ce soit OK. Il faut un peu faire gaffe aux clés de l'élection, évidemment. Et en fait, ils vont procéder tous à des déchiffrements partiels simultanément ou séquentiellement. Il y a des clés qui peuvent être sur des hardware wallets ou qui peuvent être utilisées juste à ce moment-là. Et en agrégeant tous les déchiffrements partiels, on va avoir un déchiffrement complet. Bien sûr, on veut pas. En fait, les votes dans Belenios, les votes sont signés par les votants parce qu'on veut aussi vérifier que il n'y a pas quelqu'un qui vote 15 fois. Et du coup, les votes sont liés à un votant. Sauf que du coup, comme on va les déchiffrer, on a besoin de les anonymiser d'abord. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Soit le chiffrement homomorphique, soit les mixnets. Donc le chiffrement homomorphique, c'est que nos données chiffrées, on va pouvoir les combiner ensemble. En fait, en additionnant les deux chiffrés, on a le chiffré de l'addition. Enfin, en multipliant en l'occurrence, et on a le chiffré d'addition. Et donc en fait, ça va nous faire un gros résultat chiffré on va déchiffrer juste ce truc-là. Donc un vote, c'est un vecteur dans le chiffrement homomorphe, c'est un vecteur de 0 ou de 1, genre en général, si c'est un 1, on vote pour un candidat, si c'est un 0, on ne vote pas pour un candidat. Au final, ça nous fait un résultat où genre un candidat a 2 voix et un candidat a 3 voix, une voix. En fait, on additionne, ça nous fait le résultat chiffré qu'on va déchiffrer. Il y a des preuves, des zero knowledge proof que genre c'est pas des -1 et des 2, enfin on a des trucs comme ça pour vérifier que c'est bien formé. Du coup, on peut voir que du coup, on a le résultat qui contient par exemple 5 votes pour bleu et 2 votes pour rouge. Donc ça, c'était pour le chiffrement homomorphe, qui est une technique hyper cool. Mais il y a une autre technique qui peut être utilisée, qui est les mélanges vérifiables, les mixnets. Il faut penser un peu à tort. En fait, les ballots les messages sont mélangés et on a aussi des zero knowledge proof comme quoi c'est bien un mélange correct, donc c'est les mêmes choses rechiffrées dans un ordre différent sans qu'on puisse connaître l'ordre. On fait plusieurs mélanges à la suite et au final ça fait que il suffit qu'une personne soit honnête ou que tout le monde ne soit pas hyper corrompu pour que au final ça a été bien. Très optimiste. on croit en la bonté humaine. Donc là, les mixnets, en fait, le chiffrement homomorphe, c'est plus élégant, c'est plus simple et tout ça, mais ça permet qu'on additionne tous les trucs. Donc au final, on peut voter que pour soit on vote pour un candidat, soit on vote pas pour un candidat. Enfin, on peut aussi voter pour plusieurs candidats dans certains cas, mais on ne peut pas faire des méthodes de vote plus complexes, style jugement majoritaire, Borda ou Condorcet, on classe les candidats. Les mixnets, ça permet aussi de pouvoir mettre le nom de son candidat. S'il n'est pas sur la liste. Attention aux attaques à l'italienne dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est pour les méthodes de chiffrement. Maintenant on va passer à la transparence et à la vérifiabilité. Pour la transparence, on se base sur une base de données publique qui modélise une nœud transparente. Donc en fait on peut vérifier à tout moment ou à la fin de l'élection, suivant les systèmes, que notre vote est bien dans l'urne, en vérifiant par exemple que son match est bien là ou que le vote entier est bien là.
on utilise un logiciel pour voter qui nous permet de vérifier que c'est bien chiffré et donc qu'on est bien protégé, ce qui modélise un peu l'isoloir. Et on a des cérémonies pour la création et le dépouillement d'élections qui permettent de s'assurer que tout se passe bien, tout ça. Donc, pour pouvoir vérifier, on peut vérifier que mon vote a bien été pris en compte, j'ai déjà dit. On doit aussi pouvoir vérifier que tous les votes, tous les votes chiffrés font bien le bon résultat. Pour ça, on utilise du coup soit le chiffrement homomorphique. Ensuite, on a une preuve de déchiffrement qui montre que c'est bien le déchiffrement du résultat. Ou avec les mixnets, on mélange et ensuite on a une preuve de déchiffrement pour chaque ballot en fait. Et après, on fait la méthode de comptage qu'on veut. On a aussi la vérifiabilité de l'éligibilité où ça, en fait, on utilise les signatures des candidats. Donc là, en fait, les candidats reçoivent une clé privée par email qui leur permet de signer leur vote. Donc si on a le vote secret et la vérifiabilité, on a un truc un peu transparent qui n'est pas une boîte noire algorithmique. Voilà. Donc voilà, on vous a présenté dans les grandes lignes, en espérant que ce soit à peu près clair, sinon on est évidemment là pour les questions juste après. Surtout lui, pour la partie technique. Et du coup, donc en fait, aujourd'hui, on a une application qui est déjà opérationnelle. Elle a déjà servi. Elle a notamment été utilisée par le chaton de Fleurs pour leur assemblée générale, voilà, qui nous a permis déjà de faire un peu de l'essai-erreur aussi. On est encore en plein développement sur cette application. Et donc, voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de proposer un outil qui serait le plus efficace, le plus facile quand même d'utilisation, tout en étant intransigeant avec les questions de sécurité et qui soit utile pour le plus grand des associations. Donc voilà, on travaille déjà sur une amélioration de notre interface utilisateur, sur un nouveau site internet aussi qui expliquerait mieux ce qu'on fait. Et surtout sur la mise à disposition de l'application sur le store, parce que pour l'instant elle est surtout disponible via l'APK. Donc voilà, et sur d'autres modes de vote. Et donc surtout, en fait, nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui proposer, si des personnes sont intéressées, voilà, c'est d'accompagner des structures, des associations, des collectifs dans la mise en place en fait de leur votation en ligne. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez envie d'en discuter, on est là tout le week-end. De manière générale. Donc voilà, on a terminé, on est prêt à vous écouter. Oui. Alors, première question, il y a mon oreille qui a tilté, j'ai entendu envoi de clés privées par mail. Les clés privées de signature. En fait, alors idéalement, on aurait une infrastructure à clé publique, une PKI globale où chacun aurait une clé et pourrait prouver qui il est. Comment c'est fait actuellement dans Belenios, c'est pour l'instant dans le scrutin, c'est que en fait, c'est basé sur une liste de mails. L'authentification, c'est la personne qui reçoit le mail. Et comme elle reçoit le mail, elle ne reçoit pas un mot de passe, elle reçoit un mot de passe qui génère une clé privée qui va signer le vote. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que une information, la partie privée de la clé ou le mot de passe est transmise par mail à la personne, à son adresse mail. Chaque votant a une clé de signature. Oui, c'est la transmission qui me fait tilter parce que le mail, c'est pas vraiment ce qui est. Je suis complètement d'accord. Alors l'idée dans ce scrutin qui n'est pas encore complètement développée, c'est que la personne génère elle-même localement évidemment sa clé privée et qu'ensuite puisse transmettre sa clé publique et qu'elle soit associée à son mail. Pour l'instant, le scrutin est vraiment basé sur Belenios et du coup dans Belenios c'est comme ça. Mais effectivement c'est un prochain développement. Sinon, je voudrais rebondir, en effet, où il y a un problème de sécurité au niveau de l'usurpation d'identité qui est possible facilement avec le système, il y a une forme de truc, usurpation d'identité. Et pour ça, justement, est-ce que vous avez pensé avec ces OpenPGP est-ce que vous pensez par exemple à OpenKeychain, vous avez regardé aussi ce que fait Debian, notamment, est-ce que vous pensez pouvoir vendre aussi votre application à Debian, c'est-à-dire faire des passages avec Debian, avec OpenKeychain, pour résoudre ce problème, cette grosse faille d'usurpation d'identité qui est actuellement possible avec que ce soit génération du privé sur une machine, que ce soit évidemment par mail. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Alors je ne connais pas OpenKeychain. Mais effectivement, PGP pourrait être utilisé tel quel pour signer les votes à la place d'avoir besoin d'envoyer une nouvelle clé par mail si la personne est sous PGP. Bien sûr, il y a plein de gens qui ne sont pas sous PGP et dans ce cas-là, on a un problème. Ouais, je suis pas la même.
question, une remarque par rapport à ça, c'est que, je pense que là, c'est un but de long terme pour avoir une société où n'importe quel citoyen sera en capacité de gérer une clé privée de manière correcte pour pouvoir signer quoi que ce soit. Je pense que c'est pas le scope de ce genre de projet, et c'est nécessaire si on veut arriver à n'importe quelle sécurité sur ce genre de truc. Donc, la question est un peu prématurée, quoi. Et ensuite, j'ai quelques questions. J'ai pas bien compris, les gardiens, est-ce que c'est des gens qui doivent se réunir pour le dépouillement? Il faut absolument que toutes leurs clés soient présentes. Du coup, pourquoi on fait pas un vote où tous les votants sont gardiens? Possible. Bon, ça pose le problème de s'il y a quelqu'un qui tombe malade ou quoi que ce soit, est inconscient. Hein. Donc, c'est ça, ils ont tous besoin d'être là pour le déchiffrement. Les gardiens, c'est ça le rôle. On peut vraiment choisir les paramètres de sécurité, et ça peut être 5 parmi 7, par exemple. Donc on peut avoir une partie... on pourrait imaginer un système où tous les votants sont gardiens, ce qui garantirait que moi aussi je suis gardien d'élection. Ce qui pourrait être intéressant. Du coup, c'est du secret, Shamir Secret Sharing. Chacun a un peu une part de la clé privée. Et en fait, chacun doit faire un déchiffrement successif. Donc en fait, c'est chacun, s'il y a 5 gardiens, chacun fait son déchiffrement partiel. Et ensuite, en les agrégeant, ça fait le déchiffrement total. Ça n'a pas besoin du coup d'être simultané. Ça peut être complètement chacun dans son coin. Vous avez dit tout à l'heure que l'appli web était moins fiable que l'appli téléphonie mobile. Quel est le problème qui se pose? Moi, mon parti, c'est plutôt des questions d'UX et de pouvoir avoir vraiment aussi il y a aussi un peu une question de vraiment avoir son propre vérificateur d'élection sur son mobile. Pour les avantages par rapport à une appli web, il y a que, en fait, on télécharge le code une fois. On peut avoir un code, il y a les builds reproductibles qui fait qu'on peut prendre le code source et dire ce code source correspond à tel binaire haché. Et du coup, quand on télécharge le binaire, on sait qu'on lance ce code source-là précis. Alors qu'une web app, un site web, il va pouvoir nous donner le code qu'il veut, en fait, à chaque fois qu'on se connecte dessus. Après, il y a aussi qu'on a besoin de faire En fait, les gens qui votent de manière électronique vérifient très peu, vont très peu faire des opérations de vérification. On a besoin qu'il y ait suffisamment de personnes qui vérifient, sinon, en fait, il peut y avoir des anomalies et personne ne le voit, en fait. Il y a monsieur qui a une question. J'ai une question plus générale, c'est pour tous les systèmes de vote électronique. Comment garantit-on l'accès au serveur, l'accès à la base de données? Qui? Parce qu'il suffit d'avoir les accès. Vous pouvez mettre tous les systèmes de chiffrement en place, vous imaginez, mais on peut trafiquer les résultats. Donc comment gérer ça? Parce que j'ai vu que vous hébergiez chez un chaton, mais après qui a accès au chaton, qui a accès à tout l'environnement? Ça, pour moi, c'est le problème majeur, c'est de garantir ça. C'est pour ça que le niveau étatique de mettre des votes électroniques, comme je serais vivant, je ne peux pas très con. Comment on gère l'accès du coup des personnes au serveur et comment on sécurise cet accès-là? Ouais, du coup, ce que Belenios et Scrutin utilisent, c'est un append only log, ce qui fait qu'en fait, on peut juste rajouter des choses à la base de données, mais on ne peut pas en supprimer. Et du coup, je rebondis sur l'effet que l'appareil peut vérifier. Donc en fait, l'appareil peut vérifier que jamais rien n'a été supprimé de la base de données. En fait, c'est une base de données distribuée. Chaque appareil a la base de données. Il y a un serveur qui fait un relais, mais après, c'est une base de données où personne ne peut rien supprimer. Seules les personnes qui ont une des clés publiques qui leur permettent qui sont dans la liste d'émargement, peuvent rajouter un truc dans cette base de données-là. Et du coup, en fait, ton appareil va vérifier que qu'il n'y a que des nouveaux votes valides qui ont été rajoutés et qu'il n'y a pas des... Je fais confiance. Je parle de l'administrateur de la base de données, celui qui a accès à la base de données. Non, ça commande SQL. Il ne peut pas, parce que c'est des chaînes de données finies comme la blockchain. Donc l'important, c'est pas de savoir. Sur les données de la blockchain, oui, c'est des chaînes de données finies.
L'important, c'est pas de savoir tout sur les données, c'est que les données soient sur Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est du coup, faut voir que c'est une base de données distribuée et personne. Ouais. Il nous reste du temps. Oui, il nous reste du temps. Si d'autres personnes ont des questions, il reste genre 3 minutes. Si j'ai bien. Vous avez un business model pour la suite? Ça fait partie de nos grandes questions, effectivement. Ouais, non, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche, parce qu'évidemment, genre, notre idée, ce serait de pouvoir se financer quand même sur cette question. Donc voilà, donc on a commencé à regarder un peu du côté des fondations, tout ça, qui seraient prêts à nous financer, parce que voilà, pour l'instant, on est sur une utilisation où on a envie de quelque chose de gratuit pour le plus facilement accessible, mais après ça pourrait être aussi quelque chose de potentiellement freemium sur des grosses élections. Enfin, voilà. Mais c'est pas encore très clair le business model. On est partant de tous les conseils. Un système de dons peut-être? Ouais, on a commencé aussi le système de dons. Déjà, c'est bien. Vous avez un stand associatif? Oui, on a un statut associatif. Non, mais vous avez un stand encore? Ah non, pas encore. Non. La prochaine fois. Il y avait monsieur derrière aussi, juste avant vous. Je suis désolé si je reprends une question qui a été plus ou moins posée, mais en fait, moi, la question, c'est un peu la même que tout à l'heure sur les gens qui ont les clés pour dépouiller. Si vous disiez qu'on peut avoir les résultats en temps réel de l'élection, et du coup, il faut que ces gens soient tout. Non, j'ai mal compris ce que vous avez dit alors. On ne peut pas avoir les résultats en temps réel. Par contre, tout le monde a la base de données, donc peut voir les votes, mais chiffrés, arriver. On peut savoir qui a voté, mais on ne peut pas connaître les résultats avant que le dépouillement, entre guillemets, ou les personnes qui ont les clés. Ouais, c'est vraiment juste au dépouillement que le résultat est dévoilé. Et il y avait monsieur là, je pense que ça va être Vous avez parlé tout à l'heure, parmi les défauts du vote électronique, enfin, des dangers du vote électronique, de la confidentialité du vote, en disant si jamais il y a quelqu'un qui fait pression, vous avez une solution en disant qu'il faut revoter ensuite. Mais en fait, ça peut marcher dans les deux sens. On peut bien avoir voté une première fois en étant libre, et que quelqu'un fasse passer ensuite pour qu'on revote derrière. Moi, le vote électronique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, contrairement à mon voisin que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien que ça puisse être mis en place un jour au niveau national pour simplifier un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers comme ça à lever. Est-ce que vous avez des pistes, des solutions, une recette magique qui fait que c'est bon, on est sûr, là, ça va marcher? Alors, on n'a pas de recette magique. Et c'est un problème assez compliqué et qui se pose pas mal avec du coup le vote électronique parce qu'on n'a ni isoloir ni urne transparente. Alors on essaie de modéliser un peu les deux, mais le problème de la résistance à l'influence, à la coercition, c'est un problème qui est vraiment intriqué avec la vérifiabilité aussi. C'est qu'on veut pouvoir vérifier son vote, mais en même temps, on ne veut pas pouvoir prouver à quelqu'un qu'on a voté d'une certaine manière. Et c'est des problèmes assez compliqués où en fait, on a besoin de truster, d'avoir confiance dans l'appareil de vote en général. Donc on suppose un appareil de vote qu'on contrôle qui va nous chiffrer notre truc sans nous donner de reçu. Ensuite, on a parlé du revote parce que c'est le truc le plus simple. En fait, il vaut mieux avoir du revote que pas de revote parce qu'en général, on peut quand même revoter ce qu'on veut. Mais effectivement, on pourrait nous forcer à revoter d'une certaine façon. Et en fait, il y a pas mal de protocoles qui sont créés maintenant. C'est la grande question de la recherche dans le vote électronique, cette résistance à ça. Il y a aussi des systèmes où on a un ami ou à qui on dit en fait, si je te fais tel signal, si je mets tel pot de fleurs à ma fenêtre, tu vas inverser mon vote, et des trucs comme ça compliqués, mais on n'a pas de solution magique à cette question-là. Je ne sais pas si on a encore... ouais. Rapidement, en réponse à ça, il y a aussi le fait qu'il faut se rendre compte qu'il faut une société saine autour d'un vote aussi, et que d'ores et déjà aujourd'hui, en fait, vous recevez vos bulletins, vous avez le droit de venir vous pouvez venir au bureau de vote aujourd'hui avec vos bulletins dans vos poches et pas prendre le bureau de vote, parce que ça me rend fou que ce soit autorisé. Hein. Mais ce qui veut dire que moi, je suis un mari violent, je peux envoyer ma femme avec juste un bulletin de vote et du coup, je peux au moins, je ne peux pas garantir qu'elle ne va pas voter blanc, mais je peux garantir qu'elle ne peut voter que pour ce candidat. Et je peux l'accompagner, regarder qu'elle ne prend pas de bulletin et forcer quelqu'un de mon entourage
à voter. Donc déjà, le vote papier a des limitations, alors qu'on pourrait mitiger, mais je veux dire, il ne faut pas fétichiser le vote papier tel qu'on le fait aujourd'hui. Il a déjà des défauts. Non, pas obligatoire. Si tu viens avec tes bulletins, tu peux ne rien prendre et venir dans les urnes. On n'est pas en Iran dans les bureaux de vote. Tu as déjà tenu un bureau de vote? Oui. Tu as déjà tenu un bureau de vote. Et tu as eu ce cas-là devant toi? Ah, je sais qu'on peut venir avec des bulletins. Personne n'a rien dit. On peut venir avec des bulletins dans les poches. Je te jure, le contrôle humain, il est quand même meilleur qu'une machine. Ah, je ne prétends pas ça. Par contre, on peut venir. Regarde là. Moi, j'ai tenu des bureaux de vote. Je peux te dire, ça, on a une gestion des bureaux de vote en France qui est quand même assez exceptionnelle. Regarde là, moi, tu peux venir avec des bulletins et rien prendre et aller dans le couloir. C'est tout ce que je dis. Là, ce dont il parle, c'est pas une feuille humaine, c'est une feuille du code électoral tel qu'il est appliqué. Essayer de casser le vote papier d'aujourd'hui, c'est quand vous même avez, pas la chose. Vous avez tous les deux raison. Là, ce dont il parle, c'est un point de détail sur le code électoral tel qu'il est appliqué en France. Mais sur la vérifiabilité humaine, je pense que personne ne contredira. On va amener le savoir-faire. Vous avez parlé de on n'a pas encore assez de... je perds mes mots, mais on n'a pas encore assez de background un peu pour avoir ce genre de statistiques. Mais disons que pour l'instant, c'est quelque chose qui est possible. Après, effectivement, il faudra voir à l'usage ce que ça donne, peut-être se poser la question aussi dans ces moments-là. Et si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a encore des bugs et aussi pour des cas d'utilisation spécifiques, il faut mieux être accompagné que le faire tout seul, quoi. Voilà, merci.